Donc je vais commencer en vous montrant l'image qui a déclenché ma réflexion. Donc vous pouvez lire sauver un arbre, manger un castor. Dans le langage anglo-saxon, un beaver signifie de manière un peu vulgaire le sexe féminin. Donc après avoir bien ri à cette blague, un peu de mauvais goût, je me suis intéressée sur l'utilisation de la métaphore animalière et alimentaire pour évoquer la sexualité. Surtout en France, où on utilise beaucoup de métaphores sexuelles liées à l'alimentation, certainement dû à notre héritage catholique. D'ailleurs, je vais vous lire ce passage de Georges Bataille dans Les larmes d'Eros, dans le chapitre du rire érotique à l'interdit. Donc ça commence. Mais l'amour n'est-il pas, à la fin, d'autant plus angoissant qu'il prête à rire? Le fondement de l'érotisme est l'activité sexuelle. Or, l'activité tombe sous le coup de l'interdit. Il est concevable, il est interdit de faire l'amour, à moins de faire en secret. Mais si, dans le secret nous le faisions, l'interdit transfigure, il éclaire ce qu'il interdit d'une lueur à la fois sinistre et divine, il éclaire en un mot d'une lueur religieuse. Donc globalement, comme c'est interdit réprimable, il faut le cacher, se masquer, et c'est pour ça on peut utiliser des symboles ou l'utilisation de métaphores pour dire ce qui est indisible et irreprésentable. Et pour ça, quoi de mieux que la peinture? Donc là, on va commencer avec les volaillers de Vincenzo Campi, peints vers 1580. Bon, là, il y a beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a une quantité assez incroyable d'animaux et d'espèces différentes, sauvages, domestiques, plumés ou pas, pendus ou pas. Ils peuvent être en couple, comme là, où ils se font des espèces de petits bisous. Là aussi, mais ils sont plumés, mais petits bisous quand même. Là, il y en a, ils sont 3. Ah oui, là, je crois ils sont 3. Et bon, par contre, il y en a qui sont tout seuls et plumés. Ou tout seuls et pas plumés aussi. Donc, il y a aussi d'autres animaux. Gibier, le mouton, évocation de la douceur, de la faiblesse et de la timidité. Le chien, là en bas à droite, fidélité. Mais il y a quand même une majorité de volailles, qui est un symbole phallique, notamment dû à la longueur des coups. Donc là, j'arrive avec ce monsieur qui tient une espèce de grosse oie qu'il est en train de gaver. L'oie qui est le symbole de la fidélité. Donc là, vu à sa tête, la fidélité est dans un sale état. On peut y voir comme une domination de la pureté, de la fidélité potentielle. Il la tient de manière plutôt évocatrice et violente, parce que bon, il est en train clairement de la gaver. Il y a les outils là juste devant. Et autre élément important et bon pas des... qui est quand même repérable, c'est cette espèce de gros lapin là autour de son cou. Et le lapin, c'est le symbole du sexe féminin. Parce que le mot conin, ça désignait le lapin, qui est proche du mot con, qui est un autre terme pour désigner le sexe féminin. Mais double sens, parce que ça désigne le sexe féminin, mais aussi la virilité. Dans l'idée, bon, je vais y aller direct, baiser comme un lapin. Là, je suis pas super d'accord, parce que ça mérite peut-être une relecture. Parce que pourquoi forcément baiser comme un lapin, c'est un acte viril? On n'est peut-être pas obligé de genrer le truc et de laisser ça juste aux hommes. À revoir, mais bon, j'aimais ça. Donc d'ailleurs, il y a la présence de cette femme qui est là, cette marchande qui est en train de le regarder, elle rigole, elle se moque un peu, elle a l'air de se moquer de cet homme qui a l'air en difficulté. Pendant qu'elle tient une espèce de grosse volaille, avec plutôt de la tendresse, elle a l'air plutôt en parfaite capacité de ce qu'elle est en train de faire. Elle le déplume tranquillement, voilà. Et ouais, non, elle a l'air plutôt habile. Et il y a aussi un détail qui va revenir très souvent, c'est cette espèce, enfin la bourse là, qui tombe de son poignet. Oui, aussi rapport à la religion, c'est nature morte inversée avec une scène religieuse là, juste au fond. Et ensuite, oui, donc c'est ça. Donc les scènes de marché, c'est quand même très pratique pour faire des métaphores de la dévoration. Et pour ne pas parler, enfin utiliser la dévoration pour ne pas parler, enfin pour parler de la sexualité mais de le cacher, parce que quand même il y a de l'abondance, différence de position, diversité des êtres vivants, donc on peut y mettre beaucoup de symboles. La suivante, celle-là je l'adore, étalage d'un poissonnier. Donc Adrian von Utrecht, qui est un peintre allemand, fait en 1640. Pareil, grande diversité des poissons de la mer, suspendus,
au sol. Il y a celui-là, espèce de gros poisson, là, la bouche toute ouverte. Au centre, il est en train de découper avec son gros couteau un poisson. Et là, ça laisse apparaître les branchies et ça produit une très jolie forme de vulve. Niveau vulve, il y a aussi les huîtres, juste là. Et il y a une grande quantité de crustacés en tout genre. L'huître, symbole de la féminité, on y prête aussi des vertus aphrodisiaques. Les petits poissons, symbole de sexe masculin. Ensuite, si on regarde les humains, il y a cette dame qui est en train de lui montrer son seau. Et pendant que derrière, il y a cette espèce de... Oui, il y a les coquillages là au pied, et il y a ce petit garçon qui est en train de lui voler sa bourse, à nouveau la présence de la bourse. Donc, au vu de la quantité des poissons, des formes et des allusions en tout genre érotiques et sexuelles, et donc et de cette dame qui a l'air dispersée et inattentive, on peut peut-être interpréter ça comme une forme de morale contre les dangers de la passion aveugle. Ce qui m'amène à une autre gravure, celle-ci. Je ne vous donnerai pas ni le titre ni le nom, je suis désolée, c'est trop compliqué. Mais je vous laisse le lire. Donc ça vient d'un cycle de gravures, oui celui-là quand même, de Bernard Gerbrandt, qui était un auteur d'emblèmes, sur des emblèmes sur le bien et le mal. Donc là, vous imaginez bien que ce qui m'intéresse à nouveau, c'est le lapin, qui est juste là. C'est une gravure qui parle de luxure, la volupta carnis, c'est-à-dire la volonté charnelle. Donc cette femme, elle est représentée en train de vendre ce lapin, donc la représentation du sexe. À nouveau, de l'autre côté, il y a un monsieur avec la bourse. Oui, sa bourse est là. Voilà. Donc elle est en train de vendre le lapin contre de l'argent. Et en plus, je le vois pas. Ouais, c'est ça. Ça ressemble très fort là à une paire de testicules. Donc, je vais vous lire la traduction qui est juste en dessous. Qui donne à son ventre ce qu'il a pris aux pauvres, gît dans le phlegéton, emporté par les maladies, qui s'occupe de sa peau ne peut jamais bienveillant s'occuper de la gorge du Christ affamé. Donc ce lapin, qui a son ventre profondément ouvert, donc qui est représenté dans le texte par qui donne à son ventre, qui s'occupe de sa peau. Il y a aussi cette allusion à la faim, à l'appétit, verbalisé par la gorge du Christ. Donc le lapin symbolise l'appétit sexuel féminin avec l'inscription juste au-dessus de sa tête de la femme, volupta carnis, donc le plaisir de la chair. Là aussi, il y a une forme de morale. Oui, parce qu'il y a l'homme avec le perroquet, donc c'est signe de médisance. Donc on va continuer avec des histoires de lapins, de bourses et de marchandes, avec ce tableau. Femme vendant du gibier à l'étal de Metsu. Donc, à nouveau, présence de gibier, scène de vente, marchandisation. Sur le site de l'Eden Collection, ils ont écrit, ça m'a un peu fait sourire, les artistes dépeignent généralement les femmes du marché comme des séductrices. Les aliments qu'elles vendent soulignent leur sexualité. Donc là, elle vend à une jeune femme qui d'ailleurs tient elle aussi très délicatement une petite bourse. Enfin, pas si petite, mais on s'entend. Et donc, ils sont au milieu de volailles. Et elle tient un lapin bien dodu, les pattes écartées, donc qui pourrait être vu comme une métaphore d'une sexualité épanouie. Mais le lapin, il a quand même une position particulière. Il n'a pas l'air super mort. Enfin, son visage, c'est quand même, en comparaison à cette espèce d'oie, donc je rappelle, symbole masculin, enfin sexe masculin, virilité, tout ça, qui a l'air, pour le coup, vraiment, vraiment mort. Il n'y a pas de soupçon de vie vraiment avachi, quoi. Donc, on va continuer avec les étals, mais on va laisser un peu les animaux tranquilles. Enfin, on va passer aux fruits. Il y a quand même la présence du lapin, toujours. Nature morte avec jeune femme. Campodiglio. Donc là, toujours le lapin. Grosse quantité de fruits. Je vais aller tout de suite sur ce qui m'intéresse et ce qui m'a tout de suite percuté. Ce sein là qui déborde et cette espèce d'orange dans la main, ça me ramène à Tom Wisselman, qui est cet artiste pop art américain
qui, lui, il retravaille les genres traditionnels de l'art occidental, comme le nu, la nature morte et le paysage. Et au fil de son travail, il vient complètement simplifier. Il vient simplifier ces espèces de nus et il y rajoute beaucoup de symboles. Où là, on se retrouve avec toujours l'orange, les fleurs, donc le sein, le sexe. Ce qui est aussi très amusant, là, le pied, ouais, à peine. Là, il le cache. Là, la main, il le cache dans sa culotte. Là, elle en a même pas de main. Et en fait, il vient juste amener sur les points, pour lui, qui ont l'air les plus importants, la bouche, les seins, le sexe. Avec quand même cette présence du paysage, moi, qui m'amuse beaucoup, avec ce sein qui a la même forme que la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. Ça, c'est quand même le truc. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Donc voilà, on va reprendre avec la nature morte de cette jeune femme, parce qu'il y a quand même une grande quantité de fruits divers. Alors, attendez, pardon. Oui, donc les fruits. Donc le melon, la grenade, symbole de la santé. Jouvence incarne aussi la sensualité, la fécondité, la féminité. Là, ils sont quand même très matures puisqu'ils sont complètement explosés, gorgés de sucre. Il y a aussi plein d'autres. Il y a les poires, le raisin, les abricots. Bon, d'où l'emoji, enfin l'emoji abricot. Voilà, on n'a rien. Globalement, c'est là depuis un bail. Donc voilà, scène champêtre avec cette femme hyper érotique au milieu de tous ces fruits. Donc on va aller sur celle-ci. Nature morte aux fruits, peint entre 1601 et 1605. Certains l'attribuent à Caravage, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc ça peut être considéré comme une étude de texture, de forme, de lumière. Mais bon, il y a clairement une grosse érotisation des figues, des pêches, le melon, l'espèce d'énormes courges. Pareil, là, la pastèque explosée, le melon explosé. Enfin, bon, c'est pas super subtil. Donc, là, je vais continuer niveau manque de subtilité. Enfin, bon, globalement, je pense qu'il y a plein d'études sur celui-là et je ne vais pas m'attarder, je manque de temps, mais on a compris l'idée. Manque de subtilité avec Balthus, peintre français d'origine polonaise, hyper problématique, qui peint des jeunes filles, c'est pas ok. Autre sujet, mais il a aussi fait des natures mortes, dont celle-ci. Je vais pas, vous avez capté. Et il en a fait une autre qui, pour moi, est d'une extrême violence. Pour moi, c'est une des natures mortes qui exprime la sexualité et qui, pour moi, est la plus violente. Là, on est clairement sur une scène de viol. Avec le marteau, la pomme de terre piquée, le pain piqué, le vêtement, la cruche cassée. Enfin, ouais, donc il y a aussi cette partie-là. Je vous mets ça là. Et dans un autre truc que je trouve aussi pas super subtil, ce tableau de Gabriel Salsi. Donc là, ça représente un lapin ensanglanté au niveau de l'entrejambe. Présence du gros canon à fusil en haut à gauche. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer la scène, je pense qu'on a capté. Ouais, et puis pareil, l'espèce de volaille morte. En plus, ils se tiennent la patte. Là, j'avoue, j'ai pas saisi, mais je l'ai pas. Là, peut-être Fabien, tu me diras après, mais non, celle-là, je l'avais pas. Voilà, on va passer à un suivant tant qu'on est sur la chasse pour parler d'un truc qui, moi, m'amuse beaucoup plus. Diane. Diane et ses nymphes épiées par les satyres. Alors là, il y a beaucoup d'informations. Donc Rubens et Snyder. Là, il y a trop. Donc c'est deux femmes, dont Diane, la volaille toujours là, le gibier, l'espèce de gros sanglier, cette biche avec ce ventre là aussi pareil qui ressemble à un sexe féminin. Ensuite, on a le symbole de l'amour, les flèches avec toute cette histoire avec Cupidon. Donc Nymphe Diane et ses nymphes qui sont donc les gardiennes de la chasteté et qui passent leur temps quand même à casser les flèches de Cupidon, etc. Ensuite, au niveau des symboliques, alors là, pour le coup, de ce que j'ai pu lire, le lapin et la volaille, eux, ils jugent que
pas besoin d'y mettre de la symbolique sexuelle parce que tout est déjà là. Il y a quand même le satyre qui est en train de la dénuder. Voilà, les couleurs aussi. Et je pense que je suis à peu près dans la fin du temps. Et je pensais finir sur Diane, mais je me suis dit que c'était quand même vachement plus fun de finir sur ce film que j'adore, Ramon Ramon. Bon, bah, ça a une histoire d'amour dévorante, comme tous les bons films. Pareil, pas super ok dans les rapports entre les gens, mais voilà. La grosse association entre le sexe, la nourriture, la faim, le désir. Ouais, et puis on est quand même sur ce combat final où ils sont en train de se battre pour une femme et ils se battent avec des espèces de gros gourdins qui sont des gros jambons, quoi. Voilà, ça sera tout pour cette petite sélection d'utilisation des symboles de dévoration alimentaire pour parler d'érotisme et de sexualité.